Bien, je vais vous proposer de commencer si vous le voulez bien. Mesdames et messieurs, chers amis, bonsoir à tous et merci de vous être joints à nous ce soir pour cette nouvelle rencontre de l'Institut Thomas More, la 173e. Nous achevons ce soir le cycle des trois e-conférences que nous avons initiées il y a 2 semaines sur le thème des libertés publiques et des technologies de surveillance. Il y a 15 jours, nous avons évoqué le traçage numérique avec notre chercheur Cyril Dalmont que vous voyez à l'écran et que je remercie d'être là et qui, je n'en doute pas beaucoup, posera des questions à Pampi Etcheverry. Il y a 8 jours, nous avons parlé de vidéosurveillance, de biométrie et de reconnaissance faciale avec François-Jeanne Bello, fondateur de la société Trouvert et professeur associé à l'école de guerre économique. Aujourd'hui, nous vous proposons de parler de la technologie des drones avec Pampi Etcheverry, spécialiste en sécurité internationale et auteur du livre Cyber et drones, paru en 2018 chez Economica, que je remercie d'avoir accepté notre invitation et que je vous présenterai dans un instant. Alors, je l'ai dit la semaine passée et la précédente, nous sommes très attachés à l'Institut Thomas More, aux libertés publiques et aux droits fondamentaux, et il nous a semblé que l'étrange expérience que nous venons de vivre collectivement à l'échelle planétaire a été l'occasion du franchissement d'un pas dans l'utilisation de certaines technologies de surveillance. Si elles ne sont pas nouvelles, ces technologies prennent actuellement un essor impressionnant et posent de nombreuses questions à nos yeux souvent inquiétantes, des questions à la fois politiques, juridiques, éthiques. Or, il nous est apparu que trop peu de personnes s'interrogeaient sur ces questions dans l'espace public, et c'est la raison de ces différents échanges que nous vous proposons depuis 15 jours, dont celui de ce soir, donc consacré aux drones et plus spécifiquement aux drones de surveillance. Et c'est la raison pour laquelle nous continuerons dans les mois qui viennent à l'Institut Thomas More de travailler sur ces sujets. Alors, concernant la thématique de ce soir, permettez-moi, pour planter le décor, de citer quelques chiffres et d'évoquer quelques faits. Tout d'abord, à ma connaissance, nous ne disposons pas de données globales sur l'emploi de drones par la force publique, j'entends par là la police et la gendarmerie pendant le confinement. Alors peut-être Pampi Etcheverry en a-t-il que je n'ai pas identifié. En tout cas, la mission sénatoriale de suivi de l'état d'urgence sanitaire en a donné un chiffre intéressant dans son rapport du 29 avril dernier. Je le cite: entre le 24 mars et le 24 avril, donc sur un mois pile, sur 30 jours précisément, il a été recouru à des drones dans le cadre de 535 missions réalisées par la police nationale, donc seulement la police, dont 251 missions de surveillance et 284 missions d'information de la population. Voilà un premier chiffre et un premier ordre de grandeur. Ensuite, les villes et les territoires où on a eu recours aux drones pendant la période sont nombreux. Je citerai Ajaccio, Nice, Metz, Limoges, Nantes, Rennes, Montpellier, Marseille, Amiens, Lille, Granville, Saint-Malo, Paris, bien sûr, etc., etc., etc. Les départements de Haute-Garonne, de Moselle, du Val d'Oise et les Côtes-d'Armor s'y sont essayés. La région Grand Est a fièrement communiqué, quant à elle, sur, je cite, les 18 drones de gendarmerie opérés par 30 télépilotes qui ont été déployés sur son territoire. Troisièmement, du côté de l'État, je rappelle que le ministère de l'Intérieur a publié le 12 avril dernier, en plein confinement, un appel d'offres d'un montant de 4 millions d'euros pour l'achat de près de 650 drones. Alors, devant les sénateurs, le ministre Christophe Castaner s'est défendu de tout lien avec le confinement, évoquant une simple coïncidence. Je le cite: il y a eu l'année dernière la décision de monter en puissance et de renouveler du matériel. Une commande a été préparée et initiée. Alors, soit, les deux sujets sont décorrélés, mais toujours est-il que sont donc en cours de commande par l'État plus de 500 micro-drones du quotidien, vous apprécierez l'intitulé, 500 micro-drones du quotidien pour un montant de 1,8 million d'euros, 66 drones dits de capacité nationale pouvant peser jusqu'à 8 kilos pour un montant estimé à un peu plus d'1,5 million, et une vingtaine de nanodrones spécialisés pesant moins de 50 grammes pour 175 000 euros. L'achat de ces appareils, donc j'y ai insisté, serait donc sans lien avec le confinement, mais enfin, Christophe Castaner a quand même clairement dit devant les sénateurs ne pas s'opposer à leur usage pendant le confinement. Je le cite: les drones peuvent être utilisés dans le contrôle du confinement, je l'assume pleinement. Il a notamment mis en avant l'argument budgétaire, un drone coûtant évidemment beaucoup moins cher qu'un hélicoptère pour surveiller une plage, par exemple.
Je rappelle enfin, dans la perspective qui est la nôtre, encore une fois plus politique, juridique et éthique que strictement technique, je rappelle que le 18 mai, soit 7 jours après la fin du confinement, le Conseil d'État a jugé illégal l'usage des drones par la préfecture de police de Paris et a ordonné sa suspension. Dans son ordonnance, le Conseil jugeait que l'emploi des drones par les agents de la préfecture portait, je cite, une atteinte grave et manifestement illégale au droit au respect de la vie privée, constatant, je cite encore, la mise en œuvre pour le compte de l'État d'un traitement de données à caractère personnel sans l'intervention préalable d'un texte réglementaire comportant de fait, et je cite toujours, des risques d'un usage contraire aux règles de protection des données personnelles. Je signale que si l'affaire concerne la préfecture de police, l'ordonnance du Conseil a une portée nationale. On comprend en tout cas qu'en l'absence de texte réglementaire précis, pris après avis de la CNIL et conforme aux dispositions de la loi informatique et liberté et de la directive police-justice de 2016, eh bien, la plus haute juridiction administrative française dit non à l'usage des drones tel qu'on l'a vu se répandre pendant le confinement. Alors bien sûr, comme pour le traçage numérique et la vidéosurveillance, qu'on a traité les semaines passées, nous avons bien conscience que ces technologies répondent ou sont censées répondre à un impératif de sécurité. Pampi Etcheverry me rappelait lui-même que des drones avaient été déployés lors de la neutralisation d'Abdelhamid Abaoud, le cerveau des attentats du 13 novembre 2015 à Saint-Denis. La difficulté est donc de tracer la ligne rouge entre ce qui protège nos vies et ce qui menace nos libertés. Les deux exigences sont-elles compatibles? C'est à cette question, fort simple à formuler, mais bien difficile sur le fond, que nous allons demander à Pampi Etcheverry de nous répondre. Bon courage, cher Pampi. Mais d'abord, je vous présente en 2 mots. Vous êtes diplômé de l'Université Toulouse 1 Capitole et de l'IRIS, spécialiste en sécurité internationale. Après vous être quelques années intéressé aux enjeux géopolitiques de l'Asie centrale, vous vous êtes penché et passionné, je crois, il y a plusieurs années sur cet outil qu'est le drone et ses usages en matière militaire et de sécurité. C'est, je crois, vous me corrigerez si je me trompe, lors de la guerre Iran-Irak dans les années 80 que le drone militaire apparaît pour la première fois, mais c'est dans les années 2000 qu'il se généralise. Vous avez en tout cas synthétisé tous vos travaux dans un livre, je l'ai dit tout à l'heure en commençant, qui s'intitule Cyber et drone, je le rappelle, paru donc chez Economica en 2018, il y a 2 ans, et qui fait de vous l'un des meilleurs spécialistes français de cette technologie. Encore une fois, votre sujet, ce sont les drones en matière militaire et de sécurité. Je voudrais terminer enfin par un petit clin d'œil en disant que je suis spécialement heureux de vous accueillir ce soir car vous appartenez un peu à la famille Thomas More puisque vous avez fait votre stage de fin d'études il y a 6 ans, si je ne me trompe pas, au sein de l'Institut Thomas More et qu'on est toujours heureux de voir le chemin parcouru par ceux que je voudrais appeler ou que je pourrais appeler nos jeunes anciens. En tout cas, merci Pampi d'avoir accepté notre invitation. Je vous cède la parole, comme je vous l'ai dit, pour une vingtaine de minutes, afin que nous puissions ensuite discuter tous ensemble une bonne demi-heure. Très bien. Merci beaucoup Jean-Thomas pour cette présentation et puis merci à vous de m'avoir invité pour discuter avec vous de ces sujets. Donc effectivement, le sujet des drones est quand même un sujet qui est au cœur de l'actualité depuis de nombreuses années maintenant, mais qui s'est largement popularisé, on va dire, à l'occasion de ces fameux 2 mois de confinement où on en a vu virevolter un certain nombre au-dessus de nos têtes. Donc oui, moi effectivement, j'ai écrit un livre sur les drones et le cyber, mais effectivement, comme vous l'avez dit, c'est plutôt sur l'aspect militaire. Aujourd'hui, j'ai essayé donc en source ouverte, hein, pas d'infos confidentielles, etc., de compiler un certain nombre de choses que j'ai pu trouver. Et donc, je vais vous faire une petite présentation sur l'usage des drones en matière de sécurité intérieure. Et donc, dans le contexte de la pandémie du Covid-19 et des nombreuses questions juridiques et éthiques que cela peut poser. Donc, tout d'abord, je voudrais commencer mon intervention par préciser la terminologie. Donc, on parle de drone de manière générale, mais en fait, on devrait être précis et parler de système de drone, car quand on parle du drone, on pense uniquement à l'objet volant, mais en fait, il y a également toujours, peu importe la taille du drone, une station à terre
téléopéré donc par la personne qui fait voler le drone. Donc un système de drone, c'est un système dont les vecteurs, dont le vecteur drone est non habité et il transporte une charge utile. Donc ça peut être une caméra ou plusieurs caméras, des capteurs. Ça peut être pour les drones militaires, par exemple, des missiles, évidemment, si c'est un drone militaire. Et en fait, le drone transmet en temps réel les informations qu'il collecte au téléopérateur et à la station. Voilà. Donc ça, c'est pour la définition. La différence entre les drones militaires et les drones utilisés pour la surveillance en sécurité intérieure, c'est bien évidemment la taille, puisque pour les drones militaires, ce sont généralement, bon, il y a aussi des petits drones dans les drones militaires, mais quand on pense aux drones militaires, c'est souvent des drones moyenne altitude, longue endurance, qui sont en fait des aéronefs, hein, de véritables avions non habités, donc ils sont très gros. Là, on parle de drones quand même qui sont entre 1 kg et une dizaine de kilos et qui ont une portée, comment dire, une portée de vol qui est bien moindre, bien inférieure. Les drones sont au cœur en fait d'une révolution technologique qui va avec l'intelligence artificielle, le big data, etc. Et qui a explosé depuis le début des années 2010. Et ils sont également utilisés dans le secteur civil, dans le monde professionnel, c'est-à-dire que vous pouvez trouver des drones dans l'agriculture, dans le bâtiment, dans le journalisme, dans énormément de secteurs différents. Et ce sont des drones assez similaires à ceux-ci que les policiers ou les forces de sécurité intérieure utilisent dans leur mission de surveillance. C'est un secteur économique, le secteur économique des drones, qui est en pleine expansion. En 2019, c'était un marché qui pesait 1,2 milliard d'euros. Et d'après les chiffres que j'ai trouvés, les estimations pour 2020 sont autour de 6 milliards d'euros et la crise du Covid-19 y est certainement pour beaucoup. Parce que la part de la sécurité dans ce marché représentait 5 à 10% en 2018-2019 et on estime que ça va être 15 à 20% du marché en 2020. Donc voilà. Pampi, je vous interromps pour juste une illustration de ce que vous dites. Je lisais ce matin l'article du directeur, enfin du responsable de la société qui opère pour le compte de la mairie de Nice, donc des drones à Nice. Et il disait que, en sortie de confinement, il recevait un coup de téléphone d'une collectivité toutes les 2 heures. Ouais. Pour passer commande ou se renseigner. J'ai Voilà. vu ça aussi. Ouais. Oui, donc c'est cette ampleur-là. voilà, donc voilà, l'économie des drones, c'est une économie, c'est un petit écosystème essentiellement de start-up, mais qui commence maintenant à se consolider. Et donc, effectivement, comme vous le dites, on pressent que c'est un secteur qui va encore se développer de manière exponentielle. Pour finir ma petite introduction, je voudrais dire que le drone, à la base, comme je vous l'ai dit, ça vient d'une technologie, c'est une technologie d'abord militaire. Et donc, ça permet de tout savoir sur l'ennemi. Alors, quand on dit ça, ça fait méditer, car si on utilise des drones sur le territoire national, qui est l'ennemi? Est-ce que c'est le virus? Est-ce que ce sont les malades du virus? Ou est-ce que ce sont les citoyens en général qu'on soupçonne d'être contaminés? Donc voilà, c'est une question qui est un peu vertigineuse quand on y pense, puisque oui, effectivement, on peut avoir l'impression que cette surveillance est un peu, en termes stratégiques, on parle toujours de proportionnalité, on pourrait dire qu'elle est un peu disproportionnée, mais je vais développer après. Donc vous avez parlé, cher Jean-Thomas, de la commande du ministère de l'Intérieur. C'était comme ça que je voulais introduire ma première partie. Mais effectivement, donc cette commande, je ne sais pas si c'est une coïncidence ou pas, mais en tout cas, elle est assez frappante. Et ça montre bien à quel point le drone va devenir un objet de sécurité intérieure vraiment prépondérant. D'ailleurs,
à ce propos, les municipales sont passées, mais Mounir Majloubi, l'ancien secrétaire d'État au numérique, avait proposé à l'époque de diviser Paris en 240 quartiers et de mettre dans chaque quartier 2 policiers pour téléopérer un drone de surveillance. C'était une de ses propositions majeures pour la sécurité de la ville de Paris. Donc voilà, avec le recul, on peut voir ce que ça donne. La pandémie, en fait, a rendu extrêmement visible une évolution de fond qui est assez ancienne. On utilise en France des drones pour la sécurité intérieure depuis à peu près 2006-2007, donc ça fait quand même un petit moment. Par exemple, au sommet de l'OTAN de Strasbourg, quand il y avait eu des émeutes liées au Black Bloc, c'était, je crois, une des premières fois qu'on voyait des drones surveiller un rassemblement, une manifestation en France. À l'époque, ça avait un peu fait le buzz. Euh, on estime le nombre de drones pour la police et la gendarmerie, donc à peu près en France à 300 drones. 300 drones, donc c'est pas énorme. Par comparaison, les États-Unis en ont 30 000. Bon, c'est pas la même échelle, hein, mais voilà. Et le problème majeur en fait de ce confinement et de cette surveillance-là, c'est que l'utilisation des drones pendant le confinement pour surveiller et pour responsabiliser, on a beaucoup entendu ça, hein, les drones qui diffusent des messages à la population pour leur dire de ne pas sortir, etc. Ça pose la question de la nécessité d'un usage d'une telle technologie pour, euh, pour, pour finalement pour contrer une maladie. On est quand même dans des registres un peu différents. On est en fait, le sanitaire et le sécuritaire se sont confondus pendant ces 2 mois et c'est assez troublant. Et le drone, en fait, est l'incarnation parfaite de la surveillance, c'est-à-dire il est petit, il est discret, il est, il est très mobile, il est également extrêmement intrusif et il va le devenir de plus en plus car les progrès technologiques vont vers la miniaturisation. D'ailleurs, dans la commande dont vous avez parlé tout à l'heure, Jean-Thomas, il y a une vingtaine de nanodrones. Les nanodrones, c'est vraiment tout petit. On parle de 50 grammes, je crois. Ça peut être encore plus petit maintenant. Et en fait, le progrès technologique va vers toujours plus de miniaturisation. Donc, on peut imaginer à quel point ça pourrait devenir intrusif si ce genre de drone était utilisé massivement à l'avenir. Pardon, le nanodrone, donc effectivement, qui fait 50 grammes, c'est quoi? C'est un petit oiseau Alors, il y a en taille, enfin, c'est juste pour se figurer la chose. il y a des nanodrones qui ressemblent aux drones qu'on a en tête, hein, les quadricoptères là avec les hélices qui sont juste plus petits. Et vous avez des nanodrones qui prennent la forme d'animaux. Donc ça peut être des oiseaux, ça peut être que sais-je. Oui, mais en volume, ça fait penser à ce que 50 grammes, c'est quand même plus qu'un insecte, mais Oui, oui, c'est un oiseau, quoi. C'est un petit oiseau de oui, petite taille, quoi. c'est ça, ouais. Une Ouais, ouais. mésange. Une mésange, ouais, voilà. Et Aucune idée de ce que pèse une mésange, mais d'accord. non, moi non plus. Donc voilà. Et il y a aussi autre chose avec les drones tels que ceux dont on parle là, c'est qu'ils sont ambivalents. C'est-à-dire que là, on nous dit que c'est pour la sécurité, c'est pour notre sécurité, qu'elle soit, qu'elle soit sanitaire ou autre, qu'on utilise ces drones. Mais en fait, les autorités elles-mêmes, l'État, les pouvoirs publics, craignent également les drones puisque, on se souvient, j'étais à l'époque en stage chez vous, Jean-Thomas, il y avait eu de nombreux survols de drones, de survols de centrales nucléaires par des drones en septembre-octobre 2014 et à l'époque, le SGDSN, le Secrétariat général à la défense et la sécurité nationale avait publié un papier là-dessus pour dire que c'était inquiétant et que l'État devait prendre des mesures pour se prémunir de ça.
On a résolu d'ailleurs, c'est juste c'est par curiosité, cette affaire-là. On sait qui c'est maintenant ou toujours pas? Non, 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 non. Non? Non, non, c'est non, pas Ou on le dit pas. identifié. Ou on le dit pas, effectivement. Je ne sais pas. Moi, en tout cas, je ne sais pas. D'accord. Et, et c'est également un risque d'utiliser cette technologie pour le terrorisme. On a beaucoup parlé de l'État islamique qui piégeait ses drones. D'ailleurs, 2 soldats français avaient été blessés en Irak en 2016 ou 2017, je ne me souviens plus très bien. Et ça, c'est une des craintes majeures des autorités aujourd'hui, c'est un attentat avec des drones, donc un attentat qui pourrait être filmé en même temps, en temps réel, et diffusé sur les réseaux sociaux. Ça serait quelque chose de fou. Donc ça, voilà, c'est un peu le côté Janus du drone. C'est à la fois, il sert à la sécurité, mais à la fois, il est source d'insécurité. Voilà. Ça, c'était pour ajouter un peu de piment dans ma présentation. Et pour terminer là-dessus, les drones, pour l'ordre public, si nos sociétés continuent à évoluer comme elles le font là, on peut penser au modèle israélien, qui est extrêmement avancé là-dessus, tant d'un point de vue militaire que sécuritaire d'ailleurs. Les Israéliens ont un écosystème en termes de drones qui est très très important. Et, eux, ils ont déjà mis, par exemple, des bombes lacrymogènes sur leurs drones, et on les a vus à l'œuvre en 2018 lors de la grande marche du retour des Palestiniens, et ça a tué des gens, hein, des enfants et des personnes âgées sont mortes à cause de ça. Donc voilà, ça c'est pour vraiment le côté extrême de la tendance, si jamais ça se confirmait, quoi. Rapidement, je vais juste parler d'un petit panorama rapide de ce qui s'est fait en termes de drones autour de la planète pendant cette pandémie. Donc évidemment, le virus est parti de Chine, et ben, les techniques de contrôle et de surveillance chinoises se sont très bien exportées, puisque tout le monde a fait ça partout autour de la planète. J'ai pas réussi à trouver de données chiffrées sur le nombre de pays qui ont utilisé des drones, mais c'est très très large. Alors, ça va des pays européens, quasiment tous les pays européens en ont utilisé, sauf les Allemands, mais je vais en parler après. Et on peut jusqu'à la Tunisie ou au Kazakhstan, enfin voilà. Par exemple, le Maroc, on a utilisé massivement. Euh, on en- Ils en ont utilisé massivement pour à peu près de manière similaire à ce qu'ont fait les autorités françaises. L'Italie avait des drones équipés de capteurs pour prendre la température des gens dans la rue. Le Rwanda, par contre, a eu un usage assez original des drones, puisqu'ils les ont utilisés. Vous savez, le Rwanda, c'est le pays aux 1000 collines, c'est très accidenté. Et donc, ils ont utilisé les drones pour livrer des médicaments et des tests Covid. Donc là, on peut dire que là encore, le côté Janus du drone, utile, mais un peu borderline parfois. Donc voilà, c'est toujours assez ambivalent. Et pour finir, je dirais que en Allemagne, les 2 plus gros syndicats de police ont fait pression, en tout cas ont demandé à leurs autorités politiques d'utiliser les drones dans le cadre du confinement et de la surveillance du respect des mesures de distanciation sociale. Et ils ont reçu une fin de non-recevoir de la part des autorités politiques allemandes qui étaient très réticentes par rapport aux questions de liberté publique et de protection des données personnelles qui vous sont chères à l'Institut Thomas More. Donc, la ligne allemande est intéressante de ce point de vue-là, c'est pour ça que j'avais envie de la citer. Il me reste combien de temps? 5 minutes si vous voulez, pas de problème. 5 minutes. Ok. Alors, pour terminer, je vais parler un peu des questions juridiques. Je ne suis pas juriste, donc ne m'en voulez pas trop si je manque de précision. C'est quand même des sujets assez techniques. Euh, mais je vais quand même y essayer.
Le problème du drone dans la surveillance, c'est que on ne sait pas qu'on est filmé, parce qu'on ne le voit pas toujours, le drone, et on ne sait pas ce qu'il filme. Et ça pose un problème majeur. Par exemple, quand vous avez des caméras de vidéosurveillance dans la rue, généralement, c'est indiqué. Il y a des pancartes, il y a des choses. Et en tout cas, on sait qu'on passe devant une caméra de surveillance et que potentiellement, on est filmé. Alors qu'avec le drone, pas du tout. Et ça, c'est un vrai problème. Surtout que le drone peut être équipé de tout un tas de capteurs qui rend vraiment la prise de vue non seulement très précise, mais en plus, on peut y rajouter des indicateurs, comme je disais, la température, il peut y avoir des caméras infrarouges, etc., de la reconnaissance faciale. Les Chinois font ça très très bien. Et donc ça pose de vrais problèmes en termes d'éthique et de protection des données personnelles, enfin de droit à l'image, etc. Et qu'est-ce que je voulais dire? Pardon, j'ai perdu le fil. Oui. Alors, la vraie question à se poser, en fait, le véritable enjeu, c'est de savoir dans quelle mesure ces drones portent atteinte à nos libertés et dans quelle mesure, comme je disais tout à l'heure, c'est proportionné au regard de la finalité sanitaire. Est-ce que vraiment c'était si utile que ça d'utiliser les drones? Alors, en un sens, oui, parce que comme vous l'avez dit, Jean-Thomas également dans votre introduction très complète, c'est que c'est à la fois pratique pour les forces de sécurité intérieure, puisque elles peuvent couvrir vraiment un large terrain pour voir, pour patrouiller, pour surveiller, pour voir ce qui se passe. Et ça coûte pas cher, ça coûte pas cher. Ça coûte moins cher que de déployer je ne sais combien de fonctionnaires ou encore ou, oui, ou de les faire patrouiller. Voilà, c'est beaucoup plus économique et beaucoup plus facile. Mais ça pose de vraies questions. Et la vraie question, c'est parce que les drones sont là pour durer, hein. Je pense que, enfin, peu importe les évolutions, même si effectivement les pouvoirs publics se rendent compte qu'ils sont allés trop loin pendant cette période-là, les drones sont là pour rester. Et la vraie question, c'est pour quels usages et avec quel contrôle. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a aucun cadre juridique qui encadre l'utilisation des drones par les forces de sécurité intérieure. Il existe seulement, il existe seulement 2 arrêtés de décembre 2015 et encore ceux-là sont très limités il y a une clause qui dit que pour des raisons ultimes d'ordre public ou de sécurité, les autorités peuvent se dédouaner de ce que contiennent ces arrêtés. Donc vous voyez à quel point en fait ils ont une grande marge de manœuvre et à quel point il y a un vide juridique à combler, ce qui explique aussi pourquoi le Conseil d'État a cassé, a renvoyé le ministère de l'Intérieur dans les cordes en leur disant ce que vous faites n'est pas légal en l'état, mais ils ont dit quand même que à en apportant des modifications au cadre juridique, j'allais dire existant, mais quasi inexistant, on pourrait voir, on pourrait voir ces usages devenir plus légitimes et en tout cas juridiquement plus encadrés, mieux encadrés. Voilà. Merci, merci Pampi pour ce tour d'horizon. Chers amis, n'hésitez pas à poser vos questions. On commence à en avoir quelques-unes qui arrivent. Je vais passer la parole à Cyril Dalmont, mais avant, il y a une personne qui a posé une question sur les nanodrones et leur charge et leur fonctionnalité. J'avoue que je n'ai pas bien compris la question. Si vous pouvez la réécrire ou la reposer, je ferai votre porte-parole bien volontiers, mais là, en l'état, je n'arrive pas à comprendre son sens. Cyril, je me tourne vers toi, peut-être pour avoir un commentaire ou deux et puis des questions à Pampi. Je voudrais quand même te poser à toi une question en introduction. C'est ce que Pampi a dit sur l'Allemagne. Comment expliquer, alors c'est peut-être un peu compliqué, je ne sais pas si tu auras des explications, que il y a manifestement, enfin, c'est manifesté le souci de la défense des libertés publiques à travers le refus de l'emploi des drones.
En revanche, ça ne s'est pas manifesté sur le traçage numérique, c'est le moins qu'on puisse dire, puisqu'ils ont fait appel à la technologie Apple, Google. Donc, comment est-ce que tu vois ça, ou est-ce que tu as une explication sur cette espèce de paradoxe? Et puis ensuite, n'hésite pas à poser quelques questions à Pampi. Je pense que pour l'Allemagne, le paradoxe, il est historique, en fait. C'est-à-dire qu'il y a eu toute la période de la Stasi, les fichages, l'image, en fait, qui a joué pour beaucoup, en fait, dans ce choix de refus des drones, qui était moins évident avec le traçage parce que c'est plus soft, en fait. On ne se rend pas tout à fait compte de ce qu'implique le traçage. Et en fait, on considère que le traçage est moins intrusif que l'aspect du drone qui te filme, qui peut t'enregistrer, t'écouter directement, en fait, en fonction des équipements qu'il possède. Donc, je pense que c'est juste ça, en fait, qui a joué dans la décision des institutions juridiques allemandes. Voilà. Sans certitude, mais a priori, je pense que c'est ça, vu les traditions qu'ils ont, c'est a priori ça. Ok, est-ce que je te laisse poser la première question à Pampi? Oui, alors déjà bravo Pampi pour cette présentation. Je trouve que voilà, au terme du cycle des 3 conférences, on se rend bien compte que la tendance, elle est générale, elle est lourde. Effectivement, elle vient voilà, de la fin des années 80, début des années 90, cette logique sécuritaire qui englobe tout, qui dévore tout, toutes les libertés notamment, et qui justifie tout finalement. Notamment d'avoir voilà, une intrusion. Alors, Pampi parlait de la vie privée, et ça peut aller beaucoup plus loin, puisque à partir du moment où certains drones peuvent calculer la température des gens, là, on est dans le médical quand même, hein, sans leur accord. Il faut quand même dans l'intime. On est dans l'intime, et c'est sans leur accord. C'est dans la rue, où vous vous promenez, il y a un drone qui prend votre température. Alors, on peut toujours tout justifier en disant, bah oui, mais comme ça, on est capable d'identifier quelqu'un qui potentiellement est malade. Enfin, il peut avoir la grippe, il peut avoir un rhume. Enfin, voilà, on est dans quelque chose d'extrêmement intrusif. Ça pose un autre problème auquel on risque d'être confronté très rapidement si jamais on avait un retour de manivelle et un nouveau confinement. C'est le caractère de l'atteinte à la liberté d'aller et venir avec ces drones, qu'on va retrouver avec l'application Stop Covid dont j'avais parlé sur le traçage, mais également sur les drones qui vous empêcheront, dans le cas où on prendra votre température, de sortir, tout simplement. C'est une machine qui va déterminer si vous pouvez sortir de chez vous ou pas. Dans les 2 cas. Alors là, pour l'instant, on peut considérer que sur les drones, il y a un opérateur, ce qu'expliquait très bien Pampi. Moi, ce qui m'inquiète vraiment, et là, ça sera plutôt ça la question au-delà des constats, c'est l'automatisation en fait du pilotage. Aujourd'hui, on a des opérateurs. Effectivement, on peut considérer qu'il y a encore l'aspect humain, l'aspect empathique, l'aspect négociation. Je sais qu'il y a pas mal de recherches, notamment en Israël, sur des drones qui se pilotent seuls avec une IA, et notamment des nuages de drones, c'est encore plus terrifiant. Est-ce qu'on peut imaginer, si on continue dans cette espèce de délire sécuritaire dont je rappelle à chaque fois, mais j'adore le dire, on n'a aucune preuve qu'il ait un impact sur la sécurité quotidienne, et les événements récents le démontre quand même de manière assez forte. Je ne parlerai pas de tout ce qui se passe dans les banlieues, mais enfin, bon, voilà. On se rend bien compte que malgré toutes les réformes sécuritaires, l'empilement de lois, l'empilement de normes, il n'y a pas beaucoup de résultats, on va dire, ou du moins ils ne sont pas probants. Et le fait qu'on se retrouve avec des nuages possibles de drones qui circulent, alors je sais qu'il y a aussi Amazon qui travaille là-dessus pour des livraisons, avec des plateformes en fait qui seraient au-dessus des villes, qui permettrait d'avoir des drones qui fonctionnent H24. Si on couple les 2 technologies, c'est-à-dire une plateforme au-dessus d'une ville avec des drones qui fonctionnent H24, pilotés par une intelligence artificielle et qui surveillent, voire, si on va vraiment très loin, avec de la reconnaissance faciale, la liberté, il n'y en a plus. Plus du tout. Voilà, donc est-ce que Pampi a des données sur ces travaux, qui au départ sont des travaux militaires, mais qui pourrait très bien s'appliquer en fait à une surveillance globale dans les grandes villes.
Merci pour cette question, elle est très intéressante. En effet, l'autonomisation et l'automatisation, puisque c'est pas la même chose, des drones et des robots en général, c'est quelque chose vers quoi on tend et dont on se rapproche de plus en plus. Alors on n'est pas encore, je dirais qu'on est au seuil en fait. On est vraiment comme dans le vocabulaire nucléaire, on est au seuil d'avoir une intelligence artificielle suffisamment forte pour avoir des robots et des drones qui soient totalement autonomes. Il y en a déjà plus ou moins qui sont expérimentés par la DARPA aux États-Unis. Effectivement, ils font voler des essaims de drones qui sont capables d'interagir entre eux pour éliminer une cible ou pour saturer une cible. Vous C'est voyez ça. ce que je veux dire? Donc ça existe déjà et ça va continuer de se développer. Alors, je j'ai aucune idée, je ne sais pas du tout si les États vont en arriver à utiliser ces technologies-là pour surveiller leur propre population. Je pense que certains États le feront facilement, sans trop d'encombre. La, Évidemment, la démocratie chinoise, je pense évidemment à la République populaire de Chine. Après, effectivement, comme vous dites, si jamais dans les pays démocratiques on en arrive là, bon, la démocratie est morte, hein, il y a plus de liberté, on sera complètement sous cloche, hein, et puis, Tant pis, je voudrais te pousser un peu dans tes retranchements, parce qu'encore une fois, c'est toi ce matin qui m'as parlé de l'exemple intéressant. Non, mais quand tu as été, alors j'ai dit pudiquement, neutraliser le cerveau des attentats du 13 novembre donc, à Saint-Denis, quelques jours après les attentats, je crois que c'était le 18 novembre, on a oui, utilisé des drones. oui, Israël, je comprends qu'Israël est l'un des pays les plus en pointe, et j'imagine s'en sert effectivement dans le cadre du conflit israélo-palestinien et contre les populations palestiniennes, voit donc que l'usage peut être légitimé, alors je mets beaucoup de guillemets et qu'on ne me fasse pas de mauvais procès, quand il s'agit de s'en prendre à celui qui est son adversaire ou qu'on considère comme son adversaire. Est-ce que vous, on va continuer de se vous voyer puisqu'on est en public, est-ce que ça vous paraît légitime, enfin c'est un outil utile et légitime parce qu'utile, et que donc pour vous, la question, c'est ce que je disais en commençant, comment fait-on pour s'en servir dans ce cadre-là, mais de ne pas franchir la ligne rouge qui est de s'en servir pour surveiller sa population, ou est-ce que, et peut-être là, Cyril répondra après, parce que c'est vers lui, c'est un peu pour lui que je dis ça, est-ce que de toute façon, le risque est trop grand pour même l'employer? Enfin voilà, je suis un peu caricatural, mais en gros, est-ce que vous voyez une éthique de l'utilisation du drone? ah bah, En sécurité intérieure, j'entends. Y en compris le sécurité, terrorisme. en sécurité intérieure, d'accord. Mais écoutez, vous parliez d'Abaoud, là on était dans de l'usage entre guillemets classique hein, de drones, donc il y en avait un ou deux, je crois. Ils étaient uniquement là pour repérer, pour voir où ils étaient, pour guider en fait les forces qui étaient derrière et qui étaient prêtes à intervenir. Donc dans ce cadre-là, euh, je vois pas trop où est le problème. Si on s'en tient à un usage comme ça, ponctuel, pour vraiment, oui, ça fait partie de l'usage classique de la violence légitime de l'État. exactement, exactement. On est dans l'usage classique de la violence légitime. Après, quand on, quand on voit ce que font les Israéliens, moi, je suis très perplexe. Effectivement, on ne sait pas trop. Les Palestiniens, est-ce que ce sont leurs adversaires? Oui, ce sont leurs adversaires, évidemment. Mais, ils font en quelque sorte, enfin, ce sont largement des civils. Ils font presque partie d'Israël, puisqu'Israël est en train d'annexer concrètement ces territoires-là. Le contrôle et le poids de ce contrôle-là, pour moi, il est, non, il n'est pas éthique. Clairement, il n'est pas éthique. Surtout qu'il se double pour les Israéliens et les Palestiniens. Enfin, ils utilisent également des drones armés pour cibler des militants du Hamas, par exemple, ou d'autres groupes islamistes. Donc, bon, ça, c'est encore autre chose.
Le problème, donc, je vous entends, c'est-à-dire que vous diriez, en gros, dans le cadre d'opérations de police classiques, et qui, encore une fois, cible les méchants, je le dis volontairement comme ça, mais et des méchants identifiés. Ça vous paraît légitime, ça ne vous le paraît plus, quand on est en deçà de donc sur la grille, si je puis dire, des violences, en deçà de cet aspect-là. Ce faisant, il y a quand même matière, et là peut-être que je me retourne vers Cyril, il y a matière à s'inquiéter, en fait, de la décision du Conseil d'État, parce que le Conseil d'État ne dit pas non sur le principe, il dit Exactement, c'est non, ce il n'y a que pas j'ai. de texte, il n'y a pas de texte réglementaire qui l'encadre. C'est ça. Et donc, en Oui, fait, le ministère de l'Intérieur va produire un texte réglementaire en quelques semaines ou quelques mois, j'imagine, bien sûr. et pour répondre aux attentes du Conseil d'État. Et donc, Tu peux même prédire qu'il sera annexé au Code de sécurité intérieure. Voilà, donc ça veut dire que, encore une fois, les barrières juridiques sont déjà tombées sur l'usage de drones dans le cadre de, alors en l'occurrence de pandémie, enfin en tout cas pour l'instant c'est de pandémie en France, mais en tout cas sur l'usage, pas seulement sur les méchants, y compris sur les populations. Puisque encore une fois, je le redis, ce qui s'est passé pendant la pandémie, le Conseil d'État a dit non à la préfecture de police, mais pour des raisons de droit, il n'y a pas de texte, donc on peut concrètement penser, le jour où il y aura un texte, et il y en aura un, eh bien le droit sera ouvert. Cyril? Oui, c'est tout à fait ça. Mais c'est pour ça que je répète à outrance, quitte à radoter. En fait, c'est une tendance qui est très lourde. Donc, on voit bien qu'il y a cette tendance des démocraties occidentales à s'approcher de visions un peu plus dures. Quand on prend, tout à l'heure, vous parliez de l'ancien secrétaire d'État au numérique. Quand on lit son rapport où il prend comme modèle la Chine comme référence en fait sur le traçage numérique et que pour lui il explique qu'on est en retard, oui effectivement ça fait peur parce que cette tendance elle est globale et c'est assez terrifiant parce qu'en fait on a l'impression d'avoir des États faibles, il faut dire les choses telles qu'elles sont, des démocraties de plus en plus faibles et qui ont peur de leur population. Voilà, tout simplement. Si on dit les choses un peu froidement, on surmultiplie des technologies, bon, en plus, ça c'est un autre débat, mais qui sont souvent étrangères, et pour contrôler tout le monde. C'est pas pour contrôler. En fait, le monopole de la violence légitime se justifie quand on est dans une opération de police ou une opération de gendarmerie, hein, ou dans un OPEX, mais sur le territoire extérieur, pas sur le territoire intérieur, et que on a identifié qu'on a donc toute la machine, je dirais, juridique, avec la garantie procédurale, avec un juge derrière, effectivement, qui peut être partie prenante dans l'opération à un moment ou à un autre. Ça se justifie à partir du moment où on est sur une surveillance généralisée, on écoute tout le monde, on surveille tout le monde, on trace tout le monde, dans l'espoir que potentiellement quelqu'un puisse se prendre dans le filet ou potentiellement quelqu'un commette une infraction, comme c'est le cas en Chine, puisqu'en Chine, c'est vraiment le cas, c'est une logique de surveillance généralisée, pour vérifier que quelqu'un ne commet pas une infraction, voire qu'il se comporte bien par rapport au parti. Mais on est sur une tendance qui est extrêmement lourde et qui va être très, très difficile à contrer parce que on est au-delà de la technique, on est au-delà de l'aspect de développement du numérique. On est dans une phase lourde de faiblesse de l'État, de faiblesse des démocraties, et on a des démocraties qui utilisent des technologies de dictature parce qu'elles se sentent faibles par rapport à la population. Merci. Pampi, je vais fusionner deux questions que nous avons. La première, c'est est-ce que vous pouvez nous redire les grandes différences entre drones militaires et les drones utilisés par les forces de sécurité intérieure? Et la deuxième, donc ça c'est informatif, et la deuxième, c'est y a-t-il un risque à terme d'assister à une forme de militarisation des drones utilisés, des drones de surveillance sur le théâtre intérieur? Et est-ce qu'il y a des exemples, alors Chine ou Israël, enfin, ou d'autres pays, est-ce qu'il y a des exemples de militarisation des instruments qui sont pourtant, encore une fois, à des fins intérieures au départ?
Alors pour les drones militaires, il y en a toute une flopée. Et ils ont des noms à coucher dehors, donc je vais peut-être pas vous tous, enfin je vais pas tous, tous les citer. Mais vous avez le plus gros drone militaire qui existe, c'est un drone américain donc c'est un drone haute altitude, longue endurance. Donc ce genre de drone-là, il vole à plusieurs, il est à plusieurs centaines de kilomètres d'altitude et il peut rester plusieurs jours stationnaire au-dessus d'une zone pour la surveiller, quoi. Ensuite, il y a les moyennes altitudes, longue endurance, qui sont généralement les drones de surveillance militaire, mais qui étaient à la base pour faire du renseignement, mais qu'on a armé. Je pense par exemple aux drones Reaper qu'on achète aux Américains, en fait. Ce sont ces drones-là qui sont les plus répandus, ou les drones de ce type-là qui sont les plus répandus, et que nombre d'États d'ailleurs aujourd'hui sont en train d'acquérir depuis 5-6 ans. Il y a une explosion du nombre d'États qui possèdent ce genre de drones. Par exemple, les Turcs en utilisent très largement en Libye en ce moment. Ils les utilisent en Irak contre les Kurdes, ou même sur leur propre territoire national contre les Kurdes de Turquie. Donc là, on est vraiment, c'est ce que disait Cyril tout à l'heure, c'est l'ennemi intérieur, quoi. On est vraiment en train d'utiliser ces technologies-là pour réprimer une partie de sa propre population parce qu'on se sent faible. Effectivement, je souscris complètement à cette analyse. Et j'ai oublié la deuxième partie de la question, je suis La désolé. deuxième partie, c'est est-ce qu'il y a des pays où on a vu justement, vous venez d'y répondre, une militarisation des drones des forces de sécurité D'accord, intérieure? ouais. Et est-ce que c'est un risque que vous voyez ou que vous craignez pour des pays européens comme la France, la Belgique, l'Allemagne, l'Italie, enfin, comme nos pays? Bah, du coup, les Turcs, ils vont encore plus loin puisqu'ils utilisent, c'est l'armée qui opère des drones sur le territoire national, donc, et qui bombarde avec des drones. Donc là, c'est quand même, on est au stade ultime là. Mais s'il y a d'autres États qui font ça, j'en ai pas en tête. Est-ce que c'est possible ou est-ce que ça risque d'arriver Il y a des au niveau de chances, la... ouais. Oui, il y a des chances. Enfin, je veux dire, Moi, j'ai on est... pas d'exemple non plus. Par contre, on peut souligner que la Corée du Sud utilise des armes autonomes, donc qui sont Tout pas à des fait, drones, hein, tout à fait. pour protéger ses frontières. Exactement. Donc, les Ils ont fameuses des robots. Salam qui sont fabriquées par Samsung. Exactement, J'ai ouais. un téléviseur Samsung. Mais et il faut savoir quand même qu'ils fabriquent des armes autonomes où c'est l'arme qui prend la décision de tuer. Hein, en fait. Voilà. Donc, si c'est possible, en fait, sur un poste frontière, c'est totalement impossible pour un drone. Tout à fait. Pampi, on a l'un de nos participants qui a l'air passionné par ce que vous avez dit tout à l'heure sur les nanodrones qui ressemblent à des oiseaux. Alors, d'une part, je précise que pendant qu'on a échangé, j'ai regardé une mésange pèse en moyenne 15 à 20 grammes, donc c'est beaucoup moins que ce qu'on pensait. Non, est-ce que vous pouvez revenir une minute? Alors, je pense qu'il est un peu facétieux, hein, notre participant, mais revenir sur ces nanodrones qui ressemblent, si je comprends bien, à des oiseaux ou à des animaux de type insecte, c'est ça? Mhm. Alors, quelle est la finalité de cette apparence? Eh ben, c'est pour être encore Pas- plus discret. D'accord, mais ça, c'est dans le cadre militaire ou des drones comme cela servent aussi en Non, sécurité non, non, intérieure? non, non, c'est uniquement des drones qui sont conçus. Bon, je pense même pas qu'on en ait en France. C'est les Américains qui développent ça. Ce sont des nanodrones qui sont faits pour s'introduire littéralement dans des bâtiments et pour aller vraiment au contact de l'ennemi pour le coup, hein, pour vraiment voir où il est. Euh, J'avais lu même un livre qui allait très loin là-dessus, qui parlait de... Alors, c'était pas des drones, c'était des robots, mais un robot en forme d'araignée qui existe déjà, hein, ça aussi, ça existe, euh, qui pourrait se faufiler chez vous et vous injecter une petite dose de poison, quoi. C'est l'assassinat ciblé ultime, quoi. Donc, bon, là, c'est de la science-fiction, on n'y est pas encore, mais ces nanodrones existent déjà et ils s'en servent.
Je sais qu'au milieu, vers les années 2010 déjà, les forces américaines en utilisaient en Afghanistan contre les talibans pour voir en fait si les villageois étaient des talibans ou pas. Ils laissaient le drone là où ils le faisaient circuler. Et, bon, vraiment pour se camoufler en fait, hein, pour observer l'ennemi longtemps. C'est ça le but d'un drone, hein, c'est de pouvoir observer, surveiller et amasser le plus d'informations possible sur l'ennemi afin de maximiser les chances de l'éliminer. C'est ça. Donc plus c'est petit, plus ça s'introduit de manière très discrète et plus c'est précis finalement. D'accord. Sans dévoiler de secret, savez-vous si il y a des réflexions à caractère éthique, donc qui ressemblent un peu au sujet que nous traitons ce soir, dans les ministères concernés? Alors, le ministère de la Défense, c'est une chose, mais ce n'est pas ce qui nous intéresse ce soir. Le ministère de l'Intérieur, est-ce que vous savez s'il y a qu'il y ait des réflexions sur l'usage pratique et sur le bon matériel à utiliser, etc. Naturellement, ne serait-ce que pour concevoir l'appel d'offres dont on a parlé au début. J'imagine bien que des réflexions de ce genre-là ont eu lieu. Avez-vous connaissance ou pas de réflexions sur qu'est-ce que ça veut dire d'employer les drones pour surveiller sa population dans un état de droit? Vous avez le Centre de recherche et d'études de la gendarmerie nationale, le CREOGN, qui travaille sur ces sujets-là pour la sécurité intérieure, qui réfléchit sur les questions éthiques et juridiques de l'emploi des drones sur le territoire national. C'est le seul exemple que je connais, que j'ai en tête et que je peux dire sans dire de bêtises. Donc, voilà, j'en sais pas, j'en connais pas d'autres. D'accord. Autre question pour rebondir sur quelque chose qu'a dit Cyril tout à l'heure. Vous avez parlé d'un écosystème de start-up françaises. Ce sont ces entreprises qui aujourd'hui sont mobilisées, par exemple, pour répondre à l'appel d'offres du ministère de l'Intérieur. Parce qu'on a effectivement tous en tête l'exemple du Reaper, donc le fait que la France a dû faire appel à une technologie américaine pour ces drones à usage militaire, hein, j'entends. Pour les drones à usage intérieur, est-ce que vous savez s'il y a une obligation, si je puis dire, que les entreprises soient françaises et que la technologie soit française? Enfin, remarquez, non, l'obligation, ce n'est pas possible, puisque sur les appels d'offres nationaux, on n'a pas le droit, effectivement, de préférence à utiliser les préférences nationales. Mais non, la question, c'est qui sont les acteurs du marché du drone de la sécurité intérieure, si je puis dire. Vous avez parlé de start-up. Est-ce que c'est que ça ou est-ce qu'il y a des gros intervenants étrangers? Pour l'appel d'offres en question dont vous parlez, l'appel d'offres du ministère de l'Intérieur, il y a un article du Monde qui disait que les acteurs français du drone civil étaient très mécontents parce qu'ils pressentaient que le ministère de l'Intérieur allait choisir le leader mondial dans le domaine qui est chinois, qui s'appelle Dajiang Innovation, DGI, pour se fournir en drone. Donc c'est l'info que j'ai trouvée. Après, je ne sais pas où ils en sont actuellement, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ce besoin en drone pour la sécurité intérieure est à la fois, stimule à la fois les entreprises françaises, telles que j'en connais une en tête, Delta Drone. Elle est très connue, elle est basée à Lyon, je crois. Mais il y en a plein d'autres. Mais ça fait également appel aux acteurs étrangers. Et donc là, ça pose des problèmes, comme disait Cyril tout à l'heure. Enfin, il y a de vrais problèmes de souveraineté qui se posent sur des technologies aussi sensibles. Si on fait appel à une technologie chinoise, oui, le risque majeur, c'est que l'État français surveille sa population, mais que l'État chinois surveille également la population française. Exactement. Et l'État français. Et l'État français. Et l'État français, voilà, tout le monde. Extraordinaire. Je fais une parenthèse, mais je vous rappelle que les appels d'offres pour la 5G seront ouverts au mois de septembre prochain et que sur d'autres technologies, ces sujets seront posés. Bien, écoutez, j'ai épuisé les questions de nos participants. Je crois qu'on va pouvoir remercier infiniment Pampi Etcheverry
pour ces échanges et ce tour d'horizon, si je puis dire, de cette question des drones. Je remercie les participants, alors ceux qui étaient là pour la première fois et ceux qui ont participé à nos précédents échanges. Vous l'aurez compris et je le redis, ce sont des thématiques qui nous paraissent majeures à l'Institut Thomas More, que nous jugeons trop peu mis sur le devant de la scène aujourd'hui en France et dans nos pays européens. Et donc, comptez sur nous et comptez sur Cyril Dalmont. Nous avons des choses en cours de préparation pour travailler là-dessus et essayer de faire des propositions opérationnelles parce qu'encore une fois, la défense de nos libertés va être un axe de travail et d'action pour l'Institut Thomas More des prochains mois et des prochaines années. Alors, je vous remercie tous. Merci infiniment d'avoir participé à ces événements. Je vous propose de nous retrouver à la rentrée. Alors, éventuellement, physiquement, si les réunions sont de nouveau possibles à la rentrée, mais nous poursuivrons sans doute ces échanges aussi en webinaire parce que ça a le mérite d'être pratique pour beaucoup de monde. Voilà, donc un très grand merci à tous. Un très bel été à vous. Merci encore, cher Pampi. Merci Et à à très vous. bientôt. Merci, au revoir. Au Au revoir.